The very idea of dominating the natural world stems from the domination of human by human. Bonjour et bienvenue dans Éco, le podcast qui lie écologie et social. Aujourd'hui je suis avec Tanguy, Jérémy et Chloé. On accueille de nouveau Chloé pour discuter du mouvement écologiste au sens large et pour essayer de comprendre les tendances communes et les nuances entre chacune des organes. On essaiera ici d'éclairer les points de désaccord que l'on pourrait avoir avec les différentes pratiques de ces mouvements. Nous avions parlé lors du dernier épisode, Chloé, de ton expérience dans l'organisation Alternatiba, des choses positives et négatives que tu avais pu tirer de cette expérience et du militantisme dans cette organisation en général. Aujourd'hui, nous aimerions vous parler d'autres organisations qui sont sur certains points proches d'Alternatiba mais qui s'en distinguent par d'autres, afin d'essayer de comprendre qu'est-ce qui peut les lier, quelles sont leurs caractéristiques communes et parfois aussi leurs travers communs. Oui, c'est vrai que lors de la dernière émission, on avait surtout évoqué Alternatiba, mais en fait, il y a beaucoup de points communs qui se retrouvent avec deux organisations. Déjà, Action non violente COP21, puisqu'en fait, c'est, si j'ai bien compris, un doublon de Alternatiba. Mais il y a aussi Extinction Rebellion, qui sur beaucoup de points sont extrêmement proches. Et on va en parler, que ce soit en termes de la stratégie qui a été décidée d'être utilisée dans ces organisations, ou même de certaines influences qui proviennent d'autres types de mouvements, qui sont parfois plus anciens. On va parler par exemple de la possible influence qu'a eu un mouvement comme celui des colibris sur certains aspects, on va dire sur certaines idées de ce que ça veut dire que la lutte écologiste, point qu'on a déjà un petit peu abordé, mais on va essayer cette fois de comprendre vraiment en quoi c'est problématique, le développement personnel, la problématisation individuelle de la lutte et tout ce genre de trucs-là, aussi certain mysticisme des fois qui peut revenir. Alors ça dépend selon les orgas, on va en discuter aussi, mais il y a toujours des personnes qui naviguent, on va dire, dans ce milieu et qui vont essayer d'apporter leurs propres idées sur ce que c'est que la nature. Ça va aussi être pour nous l'occasion de parler de, en fait, quel est le sujet de la lutte écologiste, c'est-à-dire qui est concerné vraiment par la lutte écologiste, puisque c'est un sujet qu'on n'a pas abordé la dernière fois, mais c'est vrai que pour beaucoup de ce type d'organisation, il y a un seul sujet, on va dire, souvent, qui est un petit peu... toute personne, en fait, est concernée, on va dire, par cette lutte. C'est pas seulement dans l'Alternatiba, forcément, qu'il y a eu des problèmes, comme tu as pu nous le dire, sur les rapports de hiérarchie, les rapports de domination qu'il y a dans ces organisations. Et on va pouvoir revenir sur ça. Déjà, sur un point commun entre Alternatiba et une organisation comme XR, par exemple, toi, est-ce que tu as ressenti comme particulièrement problématique la stratégie non violente qui a été promue ? Quelles sont pour toi, entre guillemets, les limites de ce genre de stratégie ? Ça a été quoi les réussites et ça a été quoi aussi les échecs ? Effectivement, la non-violence, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu dans toutes ces organisations. Moi, j'ai pas été impliquée énormément, donc la non-violence, c'était plutôt la partie d'ANV COP21 dans Alternatiba. Moi, j'ai plutôt l'impression que ces actions-là étaient de la mise en scène, en fait. De la mise en scène de la communication. Ça, j'en avais parlé un peu dans l'épisode d'avant, mais c'était... concrètement, on n'agit pas sur le problème. On agit pour dénoncer le problème, pour se faire voir des médias. Il y a un truc énorme là-dessus, qui est sur... on se met en scène avec la police. Et on montre que la police, eux, c'est des gens violents, ce qui est une réalité, mais nous, à côté, pourtant, on n'est pas violents. Et en fait, ça pose beaucoup de questions, notamment sur qui est-ce qui peut se permettre, en fait, de s'exposer à la police. En fait, c'est vrai que dans ces organisations, c'est des gens qui sont plutôt blancs, qui ont des niveaux d'études quand même plutôt élevés. Ça va être des gens qui sont... alors je dirais pas que c'est forcément des classes sociales élevées tout le temps, mais il va y avoir du coup... en tout cas, c'est des gens qui prennent quand même moins de risques que certaines autres populations. Qui eux sont exposés en permanence aux violences policières et qui vont pas de nouveau venir là militer avec eux et faire semblant que que les choses sont se passent qu'on peut être non violent face à la police en fait. C'est quand on subit une violence
à un moment donné, c'est légitime d'être violent, en fait, derrière. Je dis pas légal, je dis légitime. Il y a une violence qui est exercée par l'État, qui est une violence plutôt symbolique par des actions, des lois hyper dures, des lois... la police va être une autre, son bras, en fait, qui va, dans certaines situations, agir violemment. Et du coup, c'est normal que derrière, les individus qui sont visés, en fait, par ces deux formes de violence, ils puissent avoir eux aussi des attitudes violentes. Et du coup, toute la logique de la non-violence de toutes ces organisations, elle va, pas officiellement, mais on va surtout voir un truc de, regardez, nous on est je caricature, mais nous on est les gentils, et puis les autres qui réagissent avec la violence, eux ils sont pas légitimes, quoi. Enfin, il y a un peu ce sous-entendu souvent. Tu parles du fait que certains mouvements sont beaucoup basés sur la communication, et ça me semble très très présent chez Extinction Rebellion notamment, qui fait... d'un point de vue extérieur, on voit surtout les actions qu'ils font, qui sont un peu des coups de com', des sortes de happening, et où effectivement, je veux dire, on peut pas dire qu'Extinction Rebellion n'a pas subi des violences policières. Enfin, je veux dire, il y a eu des cas où des militants d'Extinction Rebellion ont été gazés ou un peu maltraités. Mais il faut quand même dire que en termes de gravité, ces violences n'ont pas grand-chose à voir avec ce qui peut arriver de manière quotidienne dans certains quartiers ou dans certains lieux, ou de manière plus ponctuelle dans les manifestations où on a pu avoir ces dernières années énormément de blessés, parfois très graves, des personnes mutilées ou éborgnées. C'est vrai que dans ce genre de stratégie, il y a souvent peu de capacité à prévoir les conséquences. Et il faut aussi se poser la question de savoir si cette non-violence, c'est vraiment tout le temps un choix, ou si aussi c'est une politique de l'organisation qui peut avoir des conséquences sur les militants. C'est-à-dire que, comme tu le disais, par exemple, des fois on peut penser que c'est légitime de réagir. Sauf que le problème, c'est que si on réagit face à une violence policière, on a entre guillemets un peu trahi l'image de l'organisation qui était une image non violente. Si par exemple, je ne sais pas, face à une violence qui est faite à un de nos camarades, etc., on réagit, que ce soit par juste les mots ou pousser ou quelque chose comme ça, on contredit au mot d'ordre, et du coup on risque d'être possiblement exclu de l'organisation, tout simplement parce qu'en fait on n'a pas su entre guillemets se contrôler, etc. Ça pose la question de savoir en fait jusqu'où on pousse les limites psychologiques des militants qui sont investis dans ce genre de choses là, parce qu'en fait c'est des fois beaucoup plus dur de résister de marbre face à l'injustice que de simplement admettre des réactions légitimes de temps en temps en fait. Oui, moi je sais que je me suis jamais engagée dans des actions non violentes parce que moi j'avais aucune certitude de comment j'aurais été capable de réagir devant les policiers. Je suis pas sûre que j'aurais pu réagir. Enfin, moi j'ai déjà été en manif et je vois déjà l'effet que ça provoque. C'est quand même une sacrée adrénaline quand il y a les flics qui chargent, les flics qui envoient des lacrymos. Quand tu vois, moi j'ai déjà vu passer une lacrymo m'a cramé un peu les cheveux et passé pas loin de mes yeux. Enfin bon, et je sais que c'est quelque chose d'extrêmement difficile de se retenir. Et puis on n'a pas forcément toujours conscience de à quoi on s'expose, comme tu disais tout à l'heure. Et ça peut avoir des conséquences bien plus graves que ce qu'on peut faire. Pour autant, bon, c'est quand même des militants qui sont formés. Toutes ces organisations, elles ont des temps de formation sur comment on fait le poids mort, comment on fait comment pour essayer de se contrôler aussi. Il y a des rôles qui sont définis. Il y a le rôle bien évidemment de tous ceux qui gèrent la com. Il y a des rôles de ceux qui vont être en arrière pour plutôt justement gérer les problèmes s'il y a des coups, s'il y a des blessures en fait. Donc on peut décider, si on n'est pas sûr de se contrôler, de se mettre plutôt dans des rôles plus protégés. Mais malgré toutes ces formations, c'est comme tout en fait, tant qu'on l'a pas vécu, on sait pas comment on va réagir, on sait pas ce qui va se réveiller dans notre vécu aussi. C'est quand même effectivement une mise en danger. Pour quel résultat au final en fait, c'est ça surtout. Là, ce que tu me disais sur la communication qui est faite, ça me fait penser à quelque chose qui avait été fait en Angleterre par Extinction Rebellion, qui était en fait de se faire du coup, comme ils font assez souvent, se faire emmener au commissariat, et en fait de se mettre en scène en train de dire « Regardez, moi j'ai fait quelque chose pour mes enfants pour sauver la Terre, ces policiers, eux, ils ne font rien pour sauver la Terre, etc. Ils sont en train de tuer... » Enfin, comme ça, une rhétorique qui était très affective en fait, qui jouait beaucoup sur « Regardez, moi je veux sauver vos enfants. » Et c'est le genre de choses qui me semble toujours
très bizarre. Enfin, cette espèce de mise en scène d'héroïsation en fait de la lutte qui montre qu'en fait peut-être sûrement ils surestiment l'importance de leurs actions en fait. Ce que tu viens de dire, ça va me faire penser à autre chose. Donc je vais changer de sujet, mais ça me fait penser aussi au fait que ces mouvements-là, donc au-delà de l'héroïsation, la mise en scène, regardez, moi je sauve ma planète et je fais des choses pour nos enfants, il y a un petit peu dans ce discours une logique très culpabilisante en fait, et qui renvoie au fait que chaque individu peut faire quelque chose. On peut tous, si on veut, agir, on peut tous faire sa part. Et il y a ce truc de la responsabilité individuelle qui est très fort, je trouve, dans la plupart de ces mouvements. Et c'est un discours qui va être parfois hyper culpabilisant, en fait. Vous voyez, moi, je vais jusqu'à m'exposer devant la police pour pouvoir sauver la planète, quoi, en gros. Et voilà. Moi, je trouve que c'est aussi une des choses qui traverse un peu tous ces mouvements-là, ce type de discours, ou en tout cas de sous-entendu, pas forcément conscient en plus tout le temps, hein. C'est pas une volonté de culpabiliser les gens, mais n'empêche que ça transpire un petit peu, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais... Je pense que je suis d'accord avec toi, et je pense que ça vient aussi de ce sentiment d'urgence dont on a parlé lors du dernier épisode. Et j'ai l'impression que ces personnes-là considèrent que c'est un devoir moral d'agir en fait pour l'écologie et pour contribuer à l'avènement d'une société écologique. Par leurs actions et par leur comportement, il y a une hiérarchisation en fait qui se fait entre les personnes qui agissent, les personnes qui sont capables de faire des choses, et les autres qui, parce qu'elles n'en ont pas envie, ou plutôt parce qu'elles ne peuvent pas, n'agissent pas comme elles devraient le faire pour lutter contre le système actuel. Et je pense, et peut-être que je m'avance, mais que ça peut se retrouver aussi dans les hiérarchisations au sein des organisations, donc tu as un peu parlé, Chloé, la dernière fois, entre les personnes qui sont capables, parce qu'elles ont le temps, parce qu'elles ont la capacité aussi de beaucoup s'investir, de faire beaucoup pour l'association et pour l'écologie, entre guillemets. Des personnes pour lesquelles l'écologie est aussi la principale préoccupation, parce que dans leur vie quotidienne, elles ne subissent pas forcément des discriminations ou des oppressions sur d'autres sujets, par exemple liés à la race, au genre ou à bien d'autres choses. Du coup, je sais pas ce que vous en pensez, si ça renvoie des vécus ou des choses que vous avez pu observer dans des mouvements écologistes. Enfin... Moi, ça me renvoie à ce qui s'est passé. Alors après, moi, j'ai que la lecture que j'ai pu en faire dans les médias. Quand Extinction Rebellion s'est installée à bloquer alors c'était sur une place, je sais plus, c'était quand, il y a un an et demi. Et c'était au moment où il y avait le mouvement des Gilets jaunes également. Et où je sais qu'il y a eu une grande discussion entre les mouvements des gens d'Extinction Rebellion et certains Gilets jaunes qui sont allés les voir. Parce que les gens d'Extinction Rebellion avaient effacé des tags qui disaient à CAB qu'eux ils étaient sur la logique justement non violent, même par rapport à la police, on sait jamais. Et en fait, il y avait des gilets jaunes qui sont venus discuter avec eux, qui sont venus leur expliquer comment eux ils ont découvert aussi que c'était que s'exposer aux violences policières, et qu'il fallait qu'ils respectent aussi les luttes des autres et les stratégies des autres, et qu'ils n'avaient pas qu'il n'y avait pas de problème pour travailler avec eux, pour intervenir sur certaines actions ensemble, mais que par contre, eux, ils n'avaient pas à nier les actions des autres, même un tag mis sur un mur, et donc ils n'avaient pas à effacer ce tag. Et il y a eu d'ailleurs toute une lettre aux gens d'Extinction Rebellion là-dessus, qui n'avaient pas pris conscience qu'effectivement, en fait, ils étaient un groupe, ils reconnaissent eux-mêmes après, dans des échanges qu'il y a eu à travers les médias, qui reconnaissent eux-mêmes qu'effectivement, globalement, c'est quand même plutôt un petit groupe de personnes blanches, plutôt de classe de la petite bourgeoisie, on va dire, et qui n'ont pas toujours conscience de qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'avoir vécu toute son enfance avec des flics qui te contrôlent tout le temps. Moi ça me renvoie à ça en fait, ce que tu viens de dire, donc à cette histoire-là en fait. Mais il y en a eu d'autres, je pense. C'est vrai que c'est intéressant que tu mentionnes cette rencontre avec les Gilets jaunes, parce que moi je me souviens, ça devait être à peu près sur la même chose, mais notamment d'une vidéo où en fait il y avait une personne du coup je sais pas si c'était XR ou Alternatiba, ou je ne sais plus exactement bien, mais qui disait qu'en fait les flics pouvaient utiliser comme justification le fait de ce genre de tag là par exemple pour renforcer la violence, et que du coup en fait quelque part il accusait qu'il y avait une espèce d'escalade de la violence qui était entretenue par
certains gilets jaunes ou certains autres groupes, on va dire, qui étaient plus dans la confrontation, etc. Or, ce qui était vraiment très, très drôle, c'est de savoir qu'en fait, les gilets jaunes, ils ont commencé, ils n'étaient pas du tout dans la confrontation. Ils ont commencé les 3 ou 4 premiers actes, je crois les 3 premiers actes qu'ils ont fait, c'était totalement non violent, mais il y avait des mots d'ordre non violents, etc. Et en fait, c'est quand ils se sont rendus compte qu'ils avaient un message qui était vraiment qui était problématique pour notamment le gouvernement, que là, en fait, ils ont eu une répression, etc. Et qu'ils se sont dit, ah bah ça va pas se passer comme ça. Et on devrait peut-être se demander, en tout cas les organisations écologistes devraient se demander si eux-mêmes, s'ils n'ont pas ce même genre de répression extrêmement violente, etc., avec le même degré de violence, c'est peut-être parce qu'ils ne reprennent pas exactement la même menace en fait. C'est peut-être parce que le gouvernement a l'impression qu'il peut négocier avec eux. Qu'il peut leur dire par exemple, bah oui, faites vos conventions citoyennes, vous inquiétez pas, ça va passer. Un an plus tard, il y a toujours rien. C'est parce que tout simplement, en fait, ce genre d'organisation, dans sa volonté, dans la manière dont elle s'est faite, elle s'est arrangée pour être compatible en fait. Il y a aussi, puisqu'on est sur le mouvement des Gilets jaunes, il y a aussi une chose qui est intéressante en termes de stratégie. Qui n'était, je sais pas si elle était réfléchie ou pas par les Gilets jaunes, mais quand on a parlé dans l'épisode d'avant du fait que toutes ces actions non violentes, finalement, elles vont cibler un ennemi symbolique pour faire de la com, mais finalement, est-ce qu'on s'était dit, est-ce que vraiment on bouscule beaucoup le système? Et ce qu'on a vu pour les Gilets jaunes, c'est que quand est-ce que ça sert très 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 fortement renforcer les violences policières, au moment où ils sont allés dans les quartiers les plus riches, vers les Champs-Élysées et tout ça. Ils ont changé le lieu où ils intervenaient, et là, on a senti que les riches, ils se sont sentis menacés. Bon, je dis pas que ça a fonctionné, parce qu'au final, le mouvement des Gilets jaunes n'a pas obtenu beaucoup plus que d'autres mouvements, par rapport à leurs propres revendications, mais il n'empêche que c'était intéressant de voir comment... là quand même ils sont allés toucher un endroit où ça faisait un petit peu mal, où ça commençait à faire un petit peu peur en fait, où là oui ça allait titiller le système, là où il y avait des, au bon endroit. On se rend pas compte, c'est la méthode de la violence comme stratégie, genre la violence dogmatique comme la non-violence dogmatique. Ça prend pas en compte les conséquences, et ça vend un peu une image communicationnelle. Ils ont la même stratégie, genre par exemple les black blocs, les autonomes, etc. Et ce genre d'organisation, il a la même stratégie qui est que genre on va entre guillemets, on va aller à la confrontation d'une manière très différente pour en tirer des images, pour faire de la propagande, pour que les gens ils viennent nous voir. Et en fait, ils s'alimentent l'un l'autre, ce genre de mouvement. Donc pour moi, c'est les deux faces d'une même pièce un peu stupide, quoi. Genre, se dire, en fait, on va pas essayer de s'adapter à la situation. Quelle que soit la situation, on a la même stratégie, on va imposer la stratégie à la situation. Donc, un autre point dont nous avions discuté lors du dernier épisode, c'était l'importance de l'action individuelle et de la responsabilité individuelle. Et moi, je l'associe à un autre trait qui est assez présent dans beaucoup de milieux militants écologistes, même si, on l'a vu, c'était pas trop le cas à Alternatiba, là où tu étais, Chloé. C'était le spiritualisme et le mysticisme, souvent accompagné à l'idée d'une nature un peu fantasmée et idéalisée. La mise en avant d'idées parfois exotiques, dans le sens où elles n'appartiennent pas à la culture occidentale, comme des références aux mythologies et à Gaïa, par exemple, qui sont plutôt liées à la culture gréco-romaine, et donc qui ne sont pas problématiques lorsqu'elles sont dans le cadre de pratiques individuelles, mais qui peuvent parfois, dans des cadres militants, s'avérer plus embêtantes. Alors je pense notamment parce que c'est une organisation où c'est particulièrement présent au Colibri. Donc le mouvement des Colibris est très influencé par des courants spiritualistes, donc par des idées qui se basent sur des croyances en des choses que nous ne pouvons pas percevoir, ou des phénomènes paranormaux par exemple, ou parascientifiques. Donc je pense par exemple à la biodynamie, qui est l'application de l'astrologie pour l'agriculture, qui n'a pour l'instant pas prouvé qu'elle marchait, mais qui est très influente et utilisée par de nombreux agriculteurs. Donc on peut se poser la question de savoir si ce genre de choses est pertinente dans une organisation militante, si ça peut pas des fois causer plus de mal que de bien. Plus on sent, entre guillemets, l'apocalypse venir, plus on imagine qu'il y a une espèce de forme d'apocalypse qui peut arriver, plus on va se raccrocher à n'importe quelle chose, parce qu'en fait on va privilégier le plus d'options possible en fait.
même des options qui à première vue nous sembleraient totalement irrationnelles. Je trouve qu'en règle générale, de toute façon, dans la société, on tend vers plus d'attirance vers le spiritualisme, qui renvoie effectivement, comme tu disais, à des forces soit intérieures, soit la terre, ainsi de suite, et qui, j'ai l'impression, va beaucoup se lier avec toute la logique où on est beaucoup moins dans des logiques collectives, on est dans les logiques très individuelles, où ce que tu retrouves beaucoup dans ces mouvements écolos, c'est le discours de « il faut avant tout se changer soi-même ». Et c'est parce qu'on va réussir à se transformer soi-même qu'on réussira à transformer nos sociétés industrielles et ainsi de suite. Et du coup, on tombe effectivement dans ce truc... En fait, je trouve que ça rejoint tout à fait la tendance qu'a ce monde-là d'être de plus en plus axé sur l'individu. Et on va retrouver aussi ces mêmes mécaniques dans le monde du travail. Moi, je vais parler un peu plus de ce que je connais, qui est le monde du travail, où beaucoup, pour éviter qu'on réfléchisse aux organisations collectives du travail, on va avoir beaucoup de structures publiques ou privées qui va dire à leurs salariés « Ah, écoutez, on va s'occuper de votre bien-être, puisque c'est le truc en ce moment qu'il faut le bonheur, on est à la recherche du bonheur, à la recherche du bien-être, on va s'occuper de votre bien-être et on va vous proposer de la méditation, de la sophrologie, pour que vous soyez moins stressé au travail, et ainsi de suite. » Et ça imprègne de plus en plus toutes les sphères de la vie. Et les mouvements écolos étant aussi très sensibles à tout ce qui relève de la nature et de ces choses-là, et la nature, ça a toujours été un truc qu'on comprend pas bien, parce que c'est en dehors de nous. Après, on va pas rentrer dans le débat de est-ce qu'on fait partie de la nature ou pas, mais en tout cas, il y a quand même ce truc de la nature qui est mystérieuse, et qu'on a mis longtemps à expliquer, même si les sciences l'expliquent de plus en plus, il reste encore énormément de zones d'ombre. Du coup, les milieux écolos vont encore plus aller dans ces tendances, qui sont déjà des tendances générales, sur oui, effectivement, on va réfléchir à soi-même, à ses forces intérieures et ce genre de discours en fait. Ça fait lien totalement avec le fait que c'est pas non plus parce que l'écologie c'est de l'écologie qu'il y a ce genre de truc là. C'est parce qu'en fait on vit dans des sociétés occidentales qui de plus en plus vont être dans des conditions de vie qui vont être individualisées à tous les niveaux. Et qu'il y a une idéologie pour ça, hein, c'est le néolibéralisme qui va exactement infiltrer ce genre de pensée. L'idéal du bien-être, l'idéal du développement personnel, l'idéal des affects joyeux au travail, l'idéal de ce genre de choses-là. C'est une relecture, on va dire, par exemple, je pense au Meilleur des mondes de Aldous Huxley, où les gens en fait ils sont contrôlés par le fait qu'ils ne peuvent que ressentir du bonheur et que du plaisir et des choses comme ça. Et en fait, ça va être une forme insidieuse de contrôle. Moi, c'est la manière dont on va dire je lis ce genre de choses-là, et ça me fait un peu peur quand je vois que dans les milieux écologistes, en fait, on va considérer, et c'est un truc que j'ai vu à XR quand je suis allé les rencontrer, etc. Ils appelaient à être heureux, à ne pas céder à la pression, à la panique, etc. Et en même temps, ils conjuguaient ça avec un sentiment d'urgence. Et donc il y a un petit peu cette chose qu'en fait on va avoir des injonctions contradictoires et qui vont être psychologiquement très dures à supporter, parce que à la fois, le seul moyen de vraiment pouvoir lutter, etc., c'est d'être disponible mentalement, c'est d'être heureux, de pouvoir trouver c'est un peu cette chose qu'on va pouvoir s'accomplir dans la lutte, en fait. On va pouvoir se trouver soi-même. On va pouvoir tout ce genre de discours qui fait que conjugué au sentiment qu'on doit absolument agir, etc., ça nous implique, en fait, de nous trouver nous-mêmes. Ça nous refait reposer un poids sur les épaules qui est absolument atroce. Parce qu'en fait, on se dit, mais j'ai pas le droit d'être stressé, mais en même temps, il faut que je sois stressé, mais il faut que je sois heureux, mais je ne sais pas comment être heureux. Et du coup, au bout d'un moment, ça nous fait des burn-out, en fait. Ça, je pense qu'il y en a effectivement de plus en plus des burn-out militants. Mais on en parlait effectivement dans l'épisode précédent sur le fait que dans ces mouvements, en tout cas c'était très prégnant dans Alternativa, mais je pense que dans Extinction Rebellion c'est pareil. Et ce que tu parlais, de ce que tu disais de ce stress permanent, et du coup effectivement lié à l'urgence climatique, qui nous oblige effectivement à chercher des solutions pour nous être plus heureux. Et du coup cette pensée-là, en plus, elle est de toute façon tellement présente dans le monde néolibéral, comme tu dis, c'est un peu c'est la dictature du bonheur en fait. Pour donner une référence, c'est vrai qu'on n'a pas donné beaucoup de références, c'est quelqu'un qui en parle très bien, c'est Eva Illouz, qui est une sociologue qui a écrit Apicratie, et après avec d'autres chercheurs
les marchandises émotionnelles, qu'il décrit très bien dans les différents milieux, celui du travail, mais aussi dans le milieu militant, comment on a cette injonction au bonheur à tout prix. Et du coup, c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur les milieux écolos, c'est d'autant plus présent à cause de cette urgence climatique. Mais il y a même une autre réaction aussi qui on voit avec l'apparition de cette urgence climatique, et notamment depuis qu'il y a les notions de collapsologie qui se sont ajoutées, c'est que il y a aussi la réaction de du coup je vais aller me créer un lieu, mon petit lieu, où je vais me mettre en autonomie avec un certain nombre de personnes, et je vais aller je vais sauver ma famille et mes amis, et nous on va être là, et puis quand la planète brûlera, nous on aura notre petite oasis. C'est un peu individualiste quelque part, parce que tu te coupes de la société pour pouvoir faire ton petit mode de vie qui est viable évidemment, hein, mais qui du coup se coupe des problèmes d'autres populations qui elles n'ont pas du tout les moyens d'arriver à faire une petite ferme écologique où on fait pousser ses radis et on arrive à vivre en autosuffisance, quoi. Oui. En plus, c'est une illusion de se couper du reste du monde, Voilà. parce qu'en réalité, c'est des gens qui sont bien obligés de passer par les lois pour pouvoir avoir les autorisations de construire, d'avoir toutes les certifications pour faire de l'agriculture, et ainsi de suite. Donc en réalité, c'est une illusion d'être coupé et isolé, et en réalité, ils dépendent quand même. Il y a l'autonomie, il y a ce fantasme aussi, effectivement, dans les milieux militants, ce fantasme de l'autonomie, qui est beaucoup entretenu par la logique collapso, qui explique que comme on est tous en réseau, on va tous tomber en domino. Alors vrai ou pas vrai, on n'en sait rien, mais n'empêche que du coup il y a ce truc il faut que chacun soit dans son coin en autonomie, quoi. Mais du coup, c'est là où en fait on voit que l'autonomie collective, ça ne marche que si on est un nombre suffisant et si on est organisé d'une certaine manière. Si tu fais ce genre de choses-là, en fait, la seule chose que tu as à faire après, c'est d'attendre la catastrophe, en fait. Parce que c'est qu'au moment de la catastrophe où tu vas vraiment pouvoir vivre une vie entre guillemets épanouie par rapport aux autres. Et sinon, en fait, tout ce que tu fais, c'est que toi-même, tu vas te marginaliser et tu vas vivre après une vie marginale où tu vas jamais pouvoir re-rentrer dans la société parce que tu t'es coupé par toi-même, etc. Et t'as plus de lien social avec les autres. Les seuls liens sociaux que tu as, c'est avec ta famille et tes amis. Malgré tout, tous ces mouvements, certes, c'est pas ça qui remet en question le système, puisque effectivement, ça va être des petits îlots qui vont donner l'illusion qu'on est protégé et du coup, effectivement, on va un peu se déconnecter. Pour moi, l'aspect qui peut être intéressant quand même dans ces moments-là, dans ces mouvements-là, c'est l'aspect expérimental. En fait, c'est comme toutes les alternatives que veulent mettre en avant tous les mouvements écolos, c'est en fait, ouais, ok, c'est bien, on montre qu'on peut expérimenter des choses, on montre qu'on peut faire autrement. Donc pour ça a effectivement un petit aspect expérimental, on va dire. Mais après, ça a quand même ses limites, et pour les individus, et pour la lutte réellement pour une société avec plus de justice climatique et sociale, quoi. Enfin, Mais c'est vrai qu'on n'avait pas trop parlé des alternatives, de cette stratégie de faire des alternatives, qui en fait est très intéressante parce que c'est stimulant sur le court terme, mais après ça pose aussi le problème de savoir c'est super cool de trouver des vraies alternatives, mais si on se donne pas les moyens en fait de, entre guillemets, les collectiviser, les socialiser, que les gens en fait ils puissent y participer, en fait ça tombe à l'eau, quoi. Et c'est un truc que je trouve qui est assez dommage, et qui j'ai l'impression que les AMAP par exemple, c'est super. Tu sais très bien qu'en fait il y a énormément de gens juste qui n'ont simplement pas les moyens, en fait. C'est pas accessible, parce que c'est pas rendu accessible. Et du coup, en tout cas, il faut s'assurer de pouvoir faire les deux, quoi. Pour moi, c'est un peu que tu peux pas avoir une stratégie de mise en place d'alternatives si t'as pas une stratégie de mise en place des moyens où les gens ils sont dans les bonnes conditions matérielles, on va dire, pour pouvoir que l'autonomie à la campagne c'est super cool, mais il faut aussi prendre en compte ces gens qui peuvent pas déménager à la campagne parce que tout simplement ils sont dans des boulots, dans des tours, etc. et que ils peuvent pas se le permettre. Et c'est aussi une impasse qui du coup nous amène à la question de comment est-ce que le mouvement écologiste il traite, on va dire, avec les luttes sociales. C'est quoi sa vision des luttes sociales? C'est quoi la manière dont il les entreprend et les relations qui, on va le voir, sont pas forcément toujours très bonnes. Oui, effectivement, c'est d'ailleurs pour ça que moi je suis allée vers des mouvements écolos, c'est que je trouve qu'il y a à la fois dans le syndicalisme, des fois il y a du mal à voir l'aspect écolo, et à l'inverse, les mouvements écolos ont beaucoup de mal
voir l'aspect social. Alors c'est marrant parce que si on regarde à peu près un petit peu tous ceux qu'on a cités, que ce soit les Colibris, Alternatiba, Extinction Rebellion, tous vont bien dire oui, on est pour la justice sociale. Je veux dire, c'est écrit sur le papier, il n'y a pas de problème. Mais après, pour le mettre en œuvre, ça va être une autre paire de manches, parce qu'en fait, quelque part, il y a dans leur coin de leur tête, ils savent qu'il y a un lien. De la même manière que les syndicats savent que quelque part, il y a un petit lien avec l'écologie à faire. Et c'est quand même des mouvements qui ont du mal à connecter en fait ces deux luttes en fait. Et aussi, c'est des gens qui sont issus de cultures très différentes en fait, de cultures de lutte qui sont vraiment qui ont du mal à du coup se retrouver sur certains points. Mais par exemple, ça a été quoi les expériences que tu as pu vivre où il y a des gens du mouvement écologiste qui essayaient d'aller voir des gens des mouvements sociaux? Comment c'était quoi leurs attentes en fait? C'était quoi pourquoi est-ce qu'il y a eu des échecs, ou alors au contraire, comment est-ce que on peut trouver des bonnes manières de faire et des bonnes manières de réconcilier ce qui semble être à première vue des espèces d'adversaires, alors en fait il n'y a pas de raison qu'on soit dans l'adversité. Alors moi là ça va être mon côté optimiste, j'ai l'impression que depuis 4 ou 5 ans, il y a un vrai rapprochement de ces différents mouvements. En tout cas, un constat qu'on se bat en fait à peu près pour les mêmes choses, qu'on n'a pas les mêmes pratiques, que du coup on n'est pas obligé de se forcer à toujours être dans les luttes ensemble, ou en tout cas il y a une forme de tolérance qui je trouve quand même, moi j'ai l'impression que ça s'améliore et qu'il y a des points de discussion. Et alors je me trompe peut-être, mais je pense qu'au moment de Nuit debout, donc en 2016, là au moment où il y a eu la loi travail par El Khomri, que ça a un petit peu permis à ces gens-là de se retrouver au même endroit et de discuter, sachant qu'à Nuit debout c'était beaucoup le mouvement social, pour le coup, c'est sur le travail, et pour autant les mouvements écolos sont beaucoup allés se discuter avec tous les gens qui étaient là pour lutter contre cette loi. Et je pense que c'est un moment donné où les discussions ont commencé à s'établir entre ces différents mouvements. Mais à la fois des deux côtés, je parle beaucoup du syndicat parce que c'est ce que je connais, les syndicats ont commencé à avoir l'intérêt de s'intéresser aux luttes écologistes, et les luttes écolos ont commencé à avoir l'intérêt d'aller quand même titiller ce qui se passe au niveau des syndicats. Et au moment des Gilets jaunes, il y a eu encore une autre étape qui a été franchie, j'ai l'impression, où les Gilets jaunes étaient très frileux, par rapport aux syndicats, et pour autant il y a aussi eu en réalité parmi les Gilets jaunes il y avait des syndicalistes, et comme on l'a cité tout à l'heure, quand les Gilets jaunes sont allés voir Extinction Rebellion pour leur dire attention, faites attention à pas marcher à ne pas dénigrer nos stratégies de lutte. Et moi je me rappelle de Marche pour le climat où les Gilets jaunes sont venus, où c'était très particulier parce qu'on sentait qu'il y avait un peu ce regard, c'était sur le principe, il y avait un effort, mais on sentait que c'était pas encore ça quand même. Hein. C'était compliqué, et il y a eu des regards et des propos méprisants de la part des écolos vis-à-vis des Gilets jaunes. Moi, je sais que j'ai assisté à ce moment où les Gilets jaunes sont arrivés, ont rejoint la marche pour le climat. Honnêtement, je me rappelle plus quand c'était, mais c'était à Saint-Jean, devant le palais de justice. Et il y avait un petit truc en moi qui rigolait, parce que de voir ça, c'était quand même... il y avait ce truc, parce qu'en plus, ils étaient arrivés, c'était les motards qui étaient arrivés, les gilets jaunes sur leur moto. Donc c'est ça, en fait, qui a déclenché, et je trouvais ça drôle de se retrouver. Et en même temps, les écolos se disaient, en fait, en même temps, c'est bien. Et voilà. Et en tout cas, j'ai constaté que depuis, les écolos vont plus facilement valoriser aussi les luttes sociales. Moi, j'ai regardé dans le programme d'Alternatiba... il n'y a pas longtemps, il y avait la CGT qui intervenait pour parler du droit de grève, quoi. Ce qu'on n'aurait pas vu il y a 4 ans. Et je profite pour relier une autre lutte, qui est la lutte féministe aussi. Je pense que de plus en plus aussi, il y a un lien qui se fait aussi avec ce type de lutte. Alors, je me rends compte qu'on commence à lier un petit peu toutes ces luttes. Et je finirai mon intervention sur le fait que moi, je suis toujours vigilante quand même
depuis que je milite, et ça fait déjà un petit moment, j'ai 40 ans, je veux pas jouer ma vieille, moi de mon temps, mais en tout cas, j'ai toujours entendu ce truc de il faut aller vers la convergence des luttes, mais pour moi, c'est un peu comme, j'entends aussi beaucoup dans le milieu syndical, oui, grève générale. Enfin là, j'ai plus l'impression d'une espèce de prière qu'on donne parce que ce serait bien. En fait, plus on en parle, moins elle se fait. Et en fait, il y a aussi un truc de... Est-ce que réellement, on est toujours obligé de... Enfin, qu'est-ce que c'est que la convergence des luttes ? Pour moi, elle se fait en ce moment dans... On veut bien travailler avec vous, on veut bien discuter avec vous, mais il y a des moments où on ne pourra pas parce que ça sert à rien. On va pas reproduire ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que on veut intégrer tellement de monde qu'au final on finit par ne rien faire. Non, chacun a sa culture, chacun a ses angles d'attaque, et juste il faut se respecter dans nos angles d'attaque, essayer de se comprendre, pouvoir se dire non là tu déconnes, là t'as marché sur mes plates-bandes et tu me fais du tort, pouvoir se dire, enfin voilà. Je pense que c'est plus ça pour moi qui serait la convergence des luttes que réellement des mouvements qui travaillent tout le temps ensemble en fait. Faut pas, pour moi c'est une fausse illusion. Ouais, c'est ça, cette illusion peut-être de se dire il faut, du fait de l'urgence, absolument travailler ensemble, absolument mettre en place, mais si on n'a pas les mêmes intérêts en fait, si on n'a pas les mêmes idées par rapport à ça, on peut pas, ça sert à rien de se forcer à tout le temps travailler ensemble si on n'est pas, déjà si on s'accepte pas en tant que personnes qui ont des idées différentes mais qui peuvent se bénéficier les unes les autres. Collaborer. Ouais, voilà. Mais après, c'est un peu une illusion du coup, de se dire tout le temps ça. Si on a totalement des idées différentes, c'est difficile au bout d'un moment de totalement bosser ensemble et arriver à mener des actions ensemble si on n'a pas les mêmes intérêts dans cette lutte-là en fait. Ce que je retiens de ce qui se passe en ce moment, c'est que en fait, on a des intérêts, mais c'est pas exactement les mêmes. C'est des intérêts qui sont partiellement partagés. Et que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de passerelles qui se font, l'écoféminisme, l'écologie décoloniale, des choses comme ça, ou même l'éco-syndicalisme. Mais en fait, il faut avoir en tête qu'il y a deux manières de faire converger les luttes. C'est que soit on va respecter l'autonomie de chacun et on va arriver à quelque chose qui en fait a une espèce de mouvement global où chacun va se bénéficier pour des raisons des fois différentes. Et sûrement avec des rythmes un peu différents, mais il y a aussi cette convergence des luttes auquel justement on appelle tout le temps, qui est que on doit tous faire un effort pour aller vers les autres. Sauf qu'en fait on passe beaucoup plus de temps à essayer de trouver des points de compromis, etc., qu'à juste respecter l'autonomie des luttes de chacun, et en fait de voir que un peu sur le long terme ça va amener quelque chose qui est cohérent en fait. Il y a une certaine cohérence dans à la fois mener des luttes sociales et mener des luttes écologiques, c'est un peu ce dont on avait parlé dans le premier épisode, qui est qu'en fait, sans lutte écologiste, les luttes sociales, elles vont mener, entre guillemets, à rien, parce qu'elles vont peut-être gagner, mais dans un monde qui va, lui, être détruit. Donc on va arriver à une impasse, et en même temps, la lutte écologiste, elle peut pas se passer de la lutte sociale, parce qu'il y a que dans les luttes sociales où on le voit, où il y a autant d'ébullition, il y a autant de capacité, on va dire, de pouvoir d'action sur le monde qui est gagné par tant de gens en même temps. Et donc, c'est un peu, il faut respecter l'autonomie pour pouvoir se nourrir l'un l'autre dans cette dynamique. Pour compléter, je dirais tout simplement qu'une remise en cause du système ne peut pas se faire l'économie de prendre en compte les oppressions et les dominations qui ont lieu dans ce système et qui touchent différents types de personnes. Le principe, quand on veut changer le système pour le mieux, c'est de changer aussi ce qui ne va pas et de s'attaquer directement à ce qui ne va pas. Les mouvements écologistes ont un travail à faire là-dessus. Tout le sens d'une écologie radicale, dans la manière dont on l'a définie dans le premier épisode, c'est-à-dire se poser pour réfléchir à c'est quoi la racine, c'est quoi l'origine des problèmes écologistes, et ça nécessite effectivement le genre de réflexion que peut-être on essaye d'avoir en ce moment, voilà. Eh ben, je crois qu'on a abordé pas mal de sujets dans cette discussion. Merci à Chloé de nous avoir accordé un peu de temps pour l'enregistrement de ce podcast. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao. Ciao. Ciao, bientôt. merci.